Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce Smart Impact, l'émission de la transformation environnementale et sociétale des entreprises avec un grand entretien aujourd'hui, celui d'Isabelle Patry, la directrice France de Total Energy. Beaucoup de thèmes à aborder, évidemment l'actualité forcément avec le conflit social dans les raffineries, ses conséquences pour des millions de Français, mais aussi justement la transformation de ces sites en bioraffinerie, le développement des énergies renouvelables. On va aborder aussi le défi de la transformation des stations-service avec le déploiement de bornes de recharge et déjà des projets de stations 100% électriques. Et puis dans Smart Ideas, notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables, on va découvrir ensemble le Filtrabio et son système de purification de l'eau du robinet. Voilà, c'est parti, c'est le grand entretien de Smart Impact. Bonjour Isabelle Patry, bienvenue. Heureuse de vous accueillir. Vous êtes donc la directrice France de Total Energy. On a plus de 20 minutes, 22 minutes devant nous dans ce grand entretien. On va longuement parler de vos actions RSE, des bioraffineries, d'investissement dans l'éolien, dans le photovoltaïque. Mais l'actualité, forcément, pour commencer, ce conflit dans les raffineries. On a beaucoup reproché au gouvernement de ne pas l'avoir anticipé. Est-ce que vous imaginiez un mouvement aussi dur de la part de la CGT ? Écoutez, on a eu un mouvement qui a été très dur, qui a été un mouvement qui a suivi celui des raffineries d'ExxonMobil, qui n'avait jamais été en grève depuis 1973. Et c'est la première fois que et les raffineries d'ExxonMobil et les raffineries Total Energy ont été en grève en même temps. Ce qui a expliqué la situation très très difficile que les consommateurs français ont vécue ces dernières semaines. Ouais. À l'heure où on se parle, il y a encore 2 raffineries bloquées, mais comment vous faites, comment vous avez fait pour ravitailler dans ces conditions-là ? Il a fallu importer du carburant raffiné ailleurs, ça a été un casse-tête, racontez-nous un peu. Ça a été un casse-tête, et d'ailleurs je pense qu'il faut qu'on remercie nos équipes, parce que ça a été une période très très tendue, elle est encore tendue, puisqu'on vous venez de le dire, on a encore 2 raffineries qui sont bloquées par une vingtaine de grévistes à la raffinerie de Normandie, et une douzaine à la raffinerie de Fezin. La raffinerie de Normandie, c'est plus de 1500 collaborateurs, Fezin 600. Donc on voit qu'avec ces 2 raffineries bloquées, dont une qui est la plus grosse, la raffinerie de Normandie, la plus grande raffinerie de France, on a le pays qui est bloqué. Il faut voir qu'une raffinerie, ça produit du diesel et de l'essence, et qu'effectivement, quand on est sur un site de production, c'est là qu'on stocke le plus de quantité de carburant. Et donc, effectivement, quand on est bloqué, ça entraîne les pénuries qu'on a pu voir ces dernières semaines. Ouais. Et les chiffres que vous nous donnez, ça donne conscience du pouvoir de blocage de quelques personnes ou de quelques dizaines de personnes. On pourrait faire un débat sur la démocratie syndicale, mais bref, ça c'est parce qu'on vote encore à main levée quand c'est la grève, mais bon, ça c'est un autre débat. Mais quand même, quand il y a eu, on va rappeler, 2 syndicats majoritaires, la CFDT, la CFE-CGC, qui ont signé l'accord salarial, la CGT qui décide de continuer. C'est une guerre de l'opinion aussi, un conflit comme celui-là. Est-ce que vous avez eu le sentiment que l'opinion publique, qui était plutôt partagée, a commencé à basculer à ce moment-là ? Je crois que effectivement, quand 2 syndicats majoritaires, qui sont donc nos syndicats qui ont signé l'accord, 7%, je le rappelle, d'augmentation pour les collaborateurs français du socle social, et une prime mondiale, cette fois-ci, qui a été attribuée à tous nos collaborateurs dans les 130 pays dans lesquels nous avons des activités dans le monde, avec un plancher à 3 000 €, une prime de 3 à 6 000 €. Pour les collaborateurs français, il y a eu quand même 7 000 € d'intéressement versés au mois de mai. Quand on a effectivement vu que cet accord avait été signé et que la grève a continué, je pense que l'opinion publique, quand elle a compris aussi qu'il y a une poignée de personnes bloquées ces sites, a commencé à se poser la question de comment se faisait-il que des salariés puissent effectivement bloquer un pays et leur accès à la consommation de carburant. Elle coûte cher à Total, cette grève ? Bien sûr qu'elle va coûter cher à Total. Elle va coûter cher à Total Energy parce que des raffineries qui sont en grève aujourd'hui dans un contexte de tension,
Il faut bien voir. Hein. C'est pour ça aussi que je pense que nos collaborateurs qui ont essayé d'importer des produits et qui continuent de le faire, hein, parce que la grève n'est pas terminée. On importe beaucoup au Havre, on importe beaucoup en Méditerranée. On a fait venir le double des camions que nous arrivons à faire venir habituellement de Belgique. Tout le monde s'est mobilisé et vous l'avez vu aussi pour nos gérants de station. C'est très compliqué sur le terrain. C'est énormément de pression, énormément de tension. Je crois qu'on a tous été conscients et je pense que nos clients français ont vécu et vivent encore un peu dans certaines régions ces tensions-là. Et je pense que ça a été une mobilisation et une tension pour à la fois ceux qui se sont mobilisés chez nous, nos collaborateurs, nos gérants de station et puis nos clients. Allez, une dernière question, presque en forme de boutade. Quand le Parisien a révélé le salaire, les primes de Kylian Mbappé, est-ce que vous vous êtes dit, on va peut-être nous lâcher avec le salaire du patron de Total, Patrick Pouyanné, parce que finalement, Kylian Mbappé, il gagne en un mois ce que votre patron gagne en un an. Alors, 6 millions d'euros, c'est beaucoup d'argent évidemment, mais juste une question là-dessus quand même, le rapport un peu schizophrénique que les Français ont à la réussite et à l'argent, comment vous l'interprétez, ça ? Moi, je suis française comme vous, donc je sais comment on réagit en France vis-à-vis d'un salaire de patron et d'un salaire en millions d'euros. Ouais. Quand vous voyez le salaire des autres patrons et la proportion, je la regardais hier, elle a été publiée, du salaire de Patrick Pouyanné par rapport à ses pairs, il est faible. Effectivement, si on le compare à Kylian Mbappé, là, je n'ai plus de référence. Allez, on va sortir, parce que la communication de crise, je pense que vous maîtrisez pas mal chez Total Energy. On va sortir de ces polémiques, parler de l'avenir des raffineries. On reste sur les raffineries. Vous avez commencé à les transformer en bio-raffineries. Alors déjà, ça veut dire quoi concrètement ? C'est quoi une bio-raffinerie ? Parce que ça sonne un peu comme un oxymore, ça semble un peu contradictoire dans les termes. Alors, Total Energy avait 6 raffineries en France. On a déjà arrêté 3 sur ces 6. On n'en a plus que 3 qui aujourd'hui produisent, quand elles ne sont pas en grève, du diesel et de l'essence. Il y en a 3 autres qui donc se sont arrêtées. La première a été transformée en site de formation aux nouveaux métiers, aux métiers actuels et aux nouveaux métiers éoliens. Celle de Dunkerque. Celle de la Med a été reconvertie en bioraffinerie parce qu'aujourd'hui, il y a une intégration, une incorporation de biocarburants dans le diesel et l'essence. Et donc, on a converti la raffinerie de la Med en unité de biocarburants. On a converti le site aussi, puisqu'on a fait une ferme solaire qui est importante sur le site de la Med. La Med est à côté de Marseille. Et puis là, on a un très, très gros projet. Sur l'hydrogène, c'est ça ? D'hydrogène, oui, parce qu'en fait, on a nous-mêmes des enjeux de décarbonation de nos activités et il va falloir qu'on décarbone les utilités que nous avons et l'énergie que nous utilisons. Ouais. Et en l'occurrence, on a un projet qui s'appelle Massilia, de production massive d'hydrogène vert. Avec Engie, c'est ça ? Avec Engie, on est en JV avec Engie pour décarboner cet hydrogène dont les raffineries ont besoin et la bioraffinerie de la Med a besoin de cet hydrogène. Donc, on va le décarboner. Donc, vous allez produire l'hydrogène qui va servir au site, c'est ça ? On va produire sur base essentiellement solaire de l'énergie verte, donc de l'électricité verte qui va venir alimenter un électrolyseur pour produire cet hydrogène vert sur notre site, qui permettra de décarboner l'hydrogène de ce site, mais qui permettra aussi à l'écosystème industriel de bénéficier d'un hydrogène vert sur le bassin économique qui est très industriel des Bouches-du-Rhône. Quand on parle de biocarburant, à qui il est destiné ? Je pense par exemple à l'aviation, c'est un vrai débouché d'ores et déjà pour le biocarburant ? Tout à fait. Aujourd'hui, il y a des incorporations de biocarburants. Et d'ailleurs, on en vient au site de Grandpuits. On a arrêté la raffinerie Grandpuits, qui était la raffinerie de l'Île-de-France l'année dernière, en février 2021, avec un très grand projet de reconversion et entre autres, un projet de fabrication de biocarburants aériens. Il se trouve que la raffinerie de Grandpuits va bénéficier d'un investissement de 500 millions d'euros pour faire une unité de recyclage des plastiques. On est l'un des grands fabricants de plastique européens. Une unité de fabrication de bioplastique biosourcé.
et biodégradable. Et puis, cette unité de biocarburant, de 110 000 tonnes de biocarburant aérien. La raffinerie Grand Puy, elle est connectée au dépôt de Gargenville, qui se trouve être lui-même alimenté, enfin, il alimente les deux aéroports d'Orly et Charles de Gaulle, ce qui va permettre donc d'augmenter le taux d'incorporation au fur et à mesure des réglementations européennes qui existent déjà, pour pouvoir monter en puissance sur l'incorporation et baisser les émissions de CO2 du secteur aérien, dont on parle énormément. Évidemment. Quelques chiffres sur la part du pétrole et du gaz chez Total. Aujourd'hui, c'est 92% des ventes de Total Énergie en 2021. Objectif 80% en 2030 et 25% en 2050. C'est quoi? Alors, on va en revenir au nom aussi. C'est votre modèle économique que vous êtes en train de faire basculer? Bien sûr. Aujourd'hui, notre objectif, notre ambition, c'est d'être zéro émission nette en 2050. Donc on a une trajectoire à respecter. Et d'ailleurs, on a des rémunérations qui tiennent compte de la baisse du CO2 et de notre impact. Ça fait partie de la part variable. Ça fait partie de la part variable des cadres. Et plus on monte dans la hiérarchie, plus cette part est importante. Donc effectivement, c'est notre trajectoire. Il faut qu'on baisse notre impact et qu'on décarbone. Donc décarboner, ça veut dire baisser la part du pétrole, augmenter celle du gaz progressivement, puis décarboner petit à petit ces gaz. Donc le pétrole, on le décarbone en faisant des biocarburants, des bioplastiques, et en utilisant de plus en plus en économie circulaire le plastique recyclé. Le gaz, on en a parlé, l'hydrogène vert est une façon de décarboner. Le biogaz est une autre façon de décarboner. Le biogaz, Total Énergie est devenu le premier producteur de biogaz en France. Total Énergie récupère avec un certain nombre on a 7 biométhaniseurs aujourd'hui en France, des déchets agricoles ou alimentaires, et on produit du biogaz qu'on distribue dans nos stations, dans l'industrie. Et puis il y a l'électricité verte, qui est un point important. Aujourd'hui, on a plus de 400 unités de production d'électricité renouvelable en France, éoliennes, solaires, hydroélectriques. Et puis, les 25%, la part dont vous parliez, c'est les 25% d'usage dont on ne sait pas encore comment le remplacer par des molécules décarbonées, parce que technologiquement, on n'a pas encore la solution. Et donc, la solution, c'est de capter le CO2 et de le stocker de façon à pouvoir être net zéro en 2050. C'est ça notre trajectoire. Le changement de nom et de logo, vous le faites l'an dernier, 2021. À cette année, à cette date, je l'ai vu, on l'a dit, les énergies renouvelables, ça représente 8%, moins de 10% de vos ventes. Donc c'est clairement, c'est le symbole de l'engagement pour le futur. C'est la représentation qui n'était pas forcément évidente pour tous d'une entreprise, d'une compagnie qui est en transformation très forte aujourd'hui. Et c'est là que c'est compliqué pour vous, je reviens à la communication, parce que les critiques, elles sont sur le Total aujourd'hui et les 92% de gaz et de pétrole. Voilà, c'est votre modèle économique actuel. Et on pourrait inverser et retourner la chaussette, comme j'aime bien dire souvent, et voir la perspective. C'est-à-dire voir ce que représentent les investissements. C'est 25% aujourd'hui dans les énergies renouvelables. Ça veut dire que ça va forcément augmenter dans les mois et les années à venir? Ça va augmenter de façon importante, puisque notre objectif, c'est 100 gigawatts d'électricité renouvelable en 2030. 2030, c'est dans 9 ans. 100 gigawatts, c'est pratiquement 2 fois le parc nucléaire français. C'est 65 EPR. À fin 2021, on a déjà fait 10%. Donc la première année, on a déjà fait sur les 10 ans 10%. Là, on est devenu numéro 1 dans le top 5 des producteurs d'énergie renouvelable aux États-Unis. Parce que 100 gigawatts, c'est d'être dans le top 5 mondial. Donc il faut qu'on soit dans le top 5 dans chacun des continents. Donc ça veut dire des projets un peu partout, quoi. Exactement. Et on l'est aux États-Unis parce qu'on a fait une JV avec un Américain. Et aujourd'hui, dans le pipe, on a déjà 25 gigawatts de projets.
Ça, c'est important. Après, projet renouvelable, c'est de l'éolien offshore, parce qu'en fait, c'est ce qui probablement est ce qui va produire le plus d'électricité renouvelable en puissance. L'éolien offshore, c'est très puissant. On a des champs en Corée, on a des champs au Royaume-Uni. On vient d'obtenir une concession au large de New York. Voilà, aujourd'hui, notre développement, c'est la production d'électricité renouvelable, et ces 100 gigawatts vont nous permettre d'être dans ce top 5. C'est vrai que c'est moins visible. Là, on voit quelques chiffres qui viennent de s'afficher, mais ça, c'est les chiffres français. Plus de 440 actifs éoliens, solaires et hydrauliques, premier producteur de biogaz, vous l'avez évoqué, et puis c'est 45 000 tonnes de propylène recyclé produit chaque année. Tiens, j'en profite de faire un focus sur le solaire, la ferme solaire de Gien, vous l'avez évoqué rapidement. C'est quoi l'ambition ? Et puis, question subsidiaire, parce qu'ici, dans cette émission, on parle souvent d'éoliens terrestres, d'éoliens maritimes et de solaire. Il y a parfois, pas toujours, mais il y a parfois de vraies réticences des riverains. C'est quoi pour vous la martingale pour faire évoluer peut-être les a priori sur ces projets? Alors la ferme solaire dont vous parlez, celle de Gien, c'est la plus grande ferme solaire de France, qu'on a inaugurée il y a quelques semaines. Et effectivement, quand on développe des projets solaires ou éoliens, en France, on a des réticences, ou de biométhanisation aussi. Je crois qu'aujourd'hui, la souveraineté énergétique passe par le local. Et donc, passer par le local, ça veut dire discuter avec l'environnement économique et local, les citoyens qui y sont, et le partage de cette valeur. C'est ce que j'allais vous dire, l'intéressement aussi. Bien sûr. Aujourd'hui, quand on fait des financements participatifs, parce qu'on a un projet éolien ou solaire dans un écosystème, dans un territoire français, on fait une partie et on propose une partie de financement participatif à l'écosystème citoyen. Bon, et puis après, il faut quand même voir que il y a des retombées économiques. Alors, quand vous faites un biométhaniseur, les agriculteurs permettent d'avoir ces retombées, mais aussi l'écosystème, parce que vous avez des taxes qui sont, comme d'autres activités, vont permettre d'alimenter des collectivités, des villages. Et je pense que c'est tout cet écosystème-là qui est important. Il y a une autre chose. On va faire, vous avez vu peut-être au large de Port-la-Nouvelle, un démonstrateur avec 3 premières éoliennes flottantes au large de Port-la-Nouvelle. Donc là, ça permet de les mettre un peu plus loin encore, c'est ça ? On les met plus loin, on essaye de ne pas les voir et on essaye de réduire leur empreinte sur la biodiversité, d'où le flottant. On a une certaine expérience, puisque nous sommes dans l'offshore depuis toujours. Et notre objectif aussi, c'est de permettre à un bassin d'emploi, donc autour de Port-la-Nouvelle, de création de ces éoliennes, des activités pour permettre de les construire avec les métiers qui malheureusement sont des métiers qui sont un peu en tension aujourd'hui en France, de soudeurs, d'électriciens, pour permettre justement de faire monter en compétence des entreprises locales pour pouvoir à terme construire ces éoliennes et les champs qui seront derrière. D'autres chiffres sur le nombre de collaborateurs, 35 135 collaborateurs, et puis ce que Total, la participation de Total a finalement à la richesse nationale, on peut dire ça comme ça, 1,9 milliard d'impôts, taxes et cotisations sociales payées en 2021 et 5 milliards d'euros d'achats auprès des fournisseurs. On l'oublie trop souvent, cette participation à la richesse nationale, mais je voudrais, il nous reste 5 minutes, faire un focus là sur les collaborateurs, parce que quand on fait basculer son modèle économique, ça suppose de former, ça suppose des nouveaux métiers. Il y a un plan de formation qui prend combien de temps, quoi ? Là aussi, c'est une organisation intéressante à découvrir. Alors, il y a 2 choses. Effectivement, on a un grand plan de formation, parce que transformer une entreprise comme la nôtre, avec 100 000 collaborateurs sur la planète, c'est quand même pas rien. Donc, on a décidé de former tous nos collaborateurs et on a monté une formation qui s'appelle Visa, qui se fait en 3 tranches, qui est portée par le management. Donc, le management lui-même a été formé et forme les collaborateurs à la transition énergétique. Donc, on repart de l'impact climatique, de qu'est-ce qui a conduit à ce réchauffement, l'activité humaine, industrielle, énergétique, pour bien faire comprendre à nos collaborateurs quel en est l'impact, quels en sont les enjeux et cette nécessité de transformation de notre modèle et donc de nos métiers et de ce que nous produisons comme énergie. On aura formé d'ici la fin du mois de décembre 30 000 collaborateurs déjà
Au niveau mondial ? Au niveau mondial, à cette formation et à ces enjeux de la transition énergétique. Ouais. C'est aussi une façon de... Parce que ça ne doit pas être si simple de bosser pour Total de temps en temps, parce qu'il y a des polémiques, il y a du Total bashing, etc. Donc c'est aussi une façon de cultiver la fierté d'appartenir à l'entreprise. Vous voyez ce que je veux dire ? Bien sûr, quand vous sortez tous les matins aux journaux télévisés ou papier, on parle de vous en des termes plutôt polémiques, c'est quand même pas facile. En même temps, quand vous êtes dans l'entreprise, vous le savez que ça se transforme. Je veux dire, on est dans les batteries, on est dans les bornes de recharge, on est dans l'éolien, on est dans la biométhanisation. On a un programme de recherche qui est gigantesque. On a créé une branche l'année dernière qui s'appelle OneTech, où on a regroupé tous nos chercheurs et on travaille sur le stockage de CO2, sur l'amélioration de la charge des batteries pour qu'on ne mette plus une demi-heure demain, mais peut-être plus que 10 minutes. Voilà, c'est ça quand même. Et à l'intérieur de l'entreprise, on recrute des jeunes qui sont acteurs de cette transformation et ils viennent pour ça, parce qu'on a les moyens de se transformer. 4 milliards par an qu'on met sur la transition énergétique et les investissements de la transition énergétique, 4 milliards financés par nos activités de pétrole et de gaz, parce que si on ne les avait pas, on ne pourrait pas mettre ces 4 milliards quand même le dire. Et demain, on ne va pas tourner le robinet du pétrole et du gaz, on l'a vu ces dernières semaines. Tout le monde n'est pas passé à l'électrique et ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Donc il faut accompagner cette transition, investir, c'est ce que nous faisons, pour arriver justement à être dans ce top 5. Et je crois qu'il y a une fierté à être chez Total Energy, parce que la prise de conscience de cet impact climatique et de ce que nous devons faire pour nous transformer, on l'a tous, on le voit et on a les moyens de le faire. Donc quand vous avez les moyens technologiques et financiers pour accompagner cette transformation, vous êtes fiers. Effectivement, on va essayer de ne pas se laisser perturber par les journaux du matin. Je termine avec les stations-service, près de 3500 stations-service avec une offre multi-énergie. Ça veut dire quoi, tiens, d'ailleurs, une offre multi-énergie ? C'est pas forcément de l'électrique. C'est pas forcément de l'électrique. On est agnostique, nous, sur l'énergie. On s'adapte aux clients. Donc aujourd'hui, on a des véhicules électriques. Donc on a fait une première station, d'ailleurs, toute électrique à la Défense le jour où on a changé de nom, pour montrer que c'était possible. Ça veut dire développer des bornes de recharge sur nos stations, ça veut dire les solariser. On a un objectif aussi d'accélérer sur les bornes à haute puissance. Ça, c'est très important. On a un programme de 300 stations autoroutes avec des bornes haute puissance et des voies rapides équipées de ces 300 bornes haute puissance. Ça veut dire aussi de l'E85, qui est un biocarburant, le bioéthanol, qui permet de réduire les émissions. Ça veut dire aussi le bio-GNV. Vous voyez, on a toutes les énergies. Le bio-GNV, c'est du biogaz, donc ça réduit l'empreinte. Mais ça veut dire que la station-service du futur, telle que vous l'imaginez, elle n'est pas forcément 100% électrique. Non, elle sera parfois 100% électrique, parfois un mix de toutes ces énergies. Puis on aura aussi des stations qui proposeront de l'hydrogène vert. Et donc, ce mix énergétique représentera le mix énergétique des nécessités que les usages du véhicule particulier au véhicule poids lourd ou ferroviaire. On pense que le ferroviaire, c'est plutôt l'hydrogène. Donc, en fonction de ces usages, il y a des énergies qui sont plus ou moins adaptées aux uns ou aux autres de ces usages, et donc on les proposera toutes. Merci beaucoup Isabelle Patrier, c'était passionnant, à bientôt sur Bismart. On passe à Smart Ideas, notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables. Bonjour Mickaël Ferry, bienvenue. Vous êtes le président, le fondateur de Filtrabio, entreprise lyonnaise créée en 2018. Donc votre métier, c'est la purification de l'eau, c'est ça ? Purification de l'eau, en France, on a la chance d'avoir une eau de très bonne qualité, c'est l'aliment le plus contrôlé, mais il manque encore quelques petits réglages à la fin. L'eau, elle est stockée, transportée, elle est chargée de chlore pour la rendre propre à la consommation. Et nous, on est là justement pour retirer tous ces polluants et la redynamiser derrière. Alors, votre procédé pour filtrer cette eau du robinet, c'est quoi ? Et puis, peut-être aussi le modèle économique de Filtrabio, ça marche comment ? Le procédé, en fait, on travaille sur du multicouche. On a un filtre qui se met soit à l'entrée de la maison, soit dans la kitchen, dans la cuisine, qui va traiter d'un point d'eau à
toute une maison. On va travailler sur un système de multicouches, donc différents médias filtrants qui auront chacun une action. On va travailler sur la clarté, sur l'absorption de tous les polluants qui peuvent être des résidus de médicaments, des pesticides, des métaux lourds. Et puis après, derrière, on va travailler sur un module qui va redynamiser l'eau. Donc c'est un système de vortex avec des aimants qui va redonner à l'eau ses qualités d'origine, qui va rendre l'eau et les sels minéraux ils vont être plus assimilables par le corps. Ouais. Donc ça, c'est le procédé. Le modèle économique, c'est quoi ? Le modèle économique, c'est un modèle de location sans engagement. On est de 29,90 à 49,90 pour le rendre accessible. Donc voilà, le but, c'était vraiment de pouvoir ouvrir le procédé d'une eau raffinée à tous les points d'eau ou à un point d'eau au maximum de personnes. Donc oui, c'est une location, comme un abonnement. C'est un abonnement, exactement. Et donc on peut équiper toute la maison ? On peut équiper vraiment tous les points d'eau de la maison. En fait, on a 2 appareils, un qui va traiter jusqu'à 150 mètres cubes de capacité, donc 150 000 litres, ce qui est assez important, c'est le petit modèle. Et le gros modèle, 600 mètres cubes. On n'a pas de perte de charge par rapport à d'autres systèmes comme de l'osmose. Donc on aura une eau qui sera toujours aussi fluide dans le réseau. Vous êtes venu avec une bouteille. Vous vendez aussi de l'eau en bouteille ? Pas du tout. Ça c'est un cadeau pour vous. Non, c'est une eau que j'ai remplie ce matin. C'est les bouteilles, parce qu'on a aussi des services pour les restaurateurs qui, eux, vendent les bouteilles qui remplissent sur place, plates et pétillantes. Donc vous pourrez goûter une eau purifiée et dynamisée, tempérée, ce qu'on ne peut pas tricher avec le goût quand c'est tempéré, directement chez vous. Donc ça va nous permettre de tester ça en équipe juste après l'émission. Vous l'avez dit, l'eau du robinet, elle est très contrôlée. On a la chance en France d'avoir une eau du robinet très, très contrôlée. Pourquoi rajouter une étape ? Pourquoi rajouter une filtration ? En fait, elle est très, très, très contrôlée. Elle arrive d'excellente qualité, elle est très potable par rapport à d'autres pays. La grosse problématique, c'est qu'on s'aperçoit il y a 25 millions de bouteilles jetées par jour en France. On est 65 ou 66 millions, ça fait un rapport qui est énorme. Beaucoup de personnes continuent à boire de l'eau en bouteille plastique, alors que c'est plus cher, c'est 200 à 300 fois plus cher que de l'eau du robinet. Il y a aussi des problèmes de santé avec l'eau en bouteille plastique. Il y a des microparticules de plastique, l'équivalent d'une CB grosso modo par semaine si on n'ingère que ça. Et puis éco-responsabilité, voilà. Mais le fait de raffiner cette eau, justement, toute cette population qui continue à consommer de l'eau en bouteille. Qui a des doutes sur l'eau du robinet, c'est ça ? Parce qu'il y a un goût, parce qu'il y a des pesticides, il y a des problèmes de métabolites. Oui, il y a eu une enquête, de l'émission Complément d'enquête, il n'y a pas très longtemps. On a vu que dans certaines régions, effectivement, on va dire que l'ARS ou certaines collectivités n'avaient pas très bien fait leur travail, on va dire ça comme ça. Pas très bien fait leur travail. Ils avaient omis de faire certains relevés et prélèvements. Donc on a des problèmes de métabolites, c'est les pesticides dégradés. De perfluorés aussi dans la région lyonnaise. On travaille d'ailleurs avec une mairie sur l'élimination de ces perfluorés parce qu'elles se retrouvent dans les réseaux. Donc oui, on a une eau de qualité, mais on veut justement que cette eau du robinet devienne un plaisir à boire, que le goût soit parfait. Les gens associent le goût à la qualité, alors que ce n'est pas forcément le cas. Le goût, ça vient du chlore. Les pesticides n'ont pas de goût, mais on sera là vraiment pour capter tout ça et pour réussir à amener toutes les personnes à consommer cette eau du robinet par plaisir, plus par obligation. Qui sont vos clients ? Des particuliers, des entreprises, des restaurateurs, vous l'avez dit ? Aujourd'hui, énormément de particuliers. On a développé, parce qu'on a commencé à développer ce marché. Maintenant, on l'a apporté le service avec des fontaines derrière. Donc, on sera toujours là pour purifier et dynamiser, mais derrière, on amène des applications justement pour les entreprises. Les endroits recevant plus de 300 personnes sont aussi impactés. Est-ce qu'il y a des collectivités, je pense aux écoles par exemple, est-ce qu'il y a des collectivités locales qui commencent à s'y intéresser ? Bien sûr, c'est ce que je vous disais, une mairie, alors je ne vais pas la citer, au sud de Lyon, à cause de ces perfluorés, et beaucoup d'autres mairies, des crèches aussi, sont un marché assez important. Et aujourd'hui, les écoles, on demande aux enfants, ma fille, on lui demande d'avoir une gourde à l'école, mais elle ne boit quasiment pas l'eau du robinet. Les points d'eau, en plus, sont à des endroits souvent à côté des toilettes. Donc même si on a une eau purifiée dynamisée à côté d'un toilette, on n'a pas envie d'aller la consommer. Le but, c'est aussi de rendre un peu sexy cette consommation d'eau du robinet. Merci beaucoup, merci Michael Ferry, bon vent à Filtrabio, à bientôt sur Bismart. Voilà, c'est la fin de cette édition. Je voudrais remercier Louise Perrin à la programmation et à la production assistée de Lily Zalkind. Double réalisation aujourd'hui, Romain Luc et Angel Jean Girard, et puis Saïd Mamou au son. Salut.